quand je regarde les temps passés sur mon téléphone, il arrive que certaines semaines, j'ai plus de temps sur Le Bon Coin que sur Instagram et autres. Donc c'était un énorme chantier, hein. C'était quelque chose que tu ne prends pas en photo tellement c'est un château. Mais il y aura aussi des logements insolites. Vous allez les voir. Ah, t'as dû les Et perdre. là, on nous a perdus. On s'est dit bon, c'est pour ça qu'on a fait ça en 2 étapes. Bonjour à tous et bienvenue sur Ça fait un bail, le podcast pour lancer votre projet immobilier. Aujourd'hui, on accueille Richard Louis, qui a monté avec sa femme Juliette un domaine assez magnifique dans lequel on est aujourd'hui. J'aime beaucoup ce domaine pour différentes raisons. Vous allez vite comprendre pourquoi. Premièrement, parce qu'il y a une partie château, et vous connaissez ma passion pour les châteaux. Deuxièmement, parce qu'il y a des logements atypiques haut de gamme qui ont été créés dans la partie forêt. Et c'est aussi des sujets qui m'intéressent. Vous avez entendu plusieurs fois depuis le début de l'année des épisodes sur la partie hospitalité et la partie évidemment expérientielle d'un bien. Donc on va parler de tous ces points-là, de leur aventure. C'est vraiment un épisode où on va parler d'anecdotes, on va parler d'histoires, on va essayer de vous inspirer un petit peu sur ce qui est possible, de vous montrer que c'est possible, que des grands projets avec de l'ambition et beaucoup de travail sont possibles. Écoute, pour démarrer, moi je te propose, Richard, de te présenter. Bien, bonjour, je suis Richard Louis, je suis cofondateur de la Maison Villeneuve. Donc j'ai créé, comme tu le disais avec ma femme, la Maison Villeneuve, un domaine en Normandie, un domaine d'exception, que l'on veut en tout cas d'exception, avec, comme tu l'as dit, 2 parties, à la fois le château d'un côté et les lodges de l'autre. Actuellement, il y a 2 lodges de standing et il y en a un 3e en préparation qui sera un peu la cerise sur le gâteau l'année prochaine. Alors, on mettra des images sur Instagram, sur la newsletter. Allez vous abonner aux différents réseaux. Et si tu dois un peu les décrire, parce qu'ils ont une particularité quand même, ces lodges, ils sont A-frame. C'est exactement, c'est la forme A-frame. Donc, il y en a pas en France, ou peu. Il n'y en a pas dans ce standing, et il y en a peu. C'est une forme qui est librement inspirée, évidemment, du Canada, des États-Unis, et on a voulu faire la même chose en France, du coup en Normandie. Il faut, pour se rendre compte, pour ceux qui nous écoutent, il y a une vitre qui fait 8,50 m de haut, donc c'est assez impressionnant, donc avec une lumière qui inonde en fait le lodge à l'intérieur. C'est assez spectaculaire, à la fois le soir pour le coucher du soleil et aussi au lever. Voilà, donc à l'intérieur vous avez 70 mètres carrés qui sont à disposition le temps d'un week-end ou le temps d'une aventure lors d'un séminaire, et vous avez donc 2 chambres, une chambre en bas, une chambre en haut, le confort d'un hôtel en pleine nature. Et il y a un joli petit chemin en bois qui mène vers un bain nordique. Franchement, c'est la cerise sur le gâteau. Complètement. Moi, j'ai pris mon maillot de bain, donc je vais aller le tester après. Le bain nordique, et je fais toute l'année à 40 degrés, donc c'est assez chouette. C'est un bain nordique qui est unique et qui est dédié à chaque lodge. Donc on n'a pas besoin de le partager pendant son séjour, et ça, c'est plutôt chouette. Complètement. Est-ce que tu peux nous parler un peu du avant Maison Villeneuve? Qu'est-ce que tu faisais? Je crois que tu étais dans l'événementiel, l'hôtellerie. C'est des sujets qu'on n'a pas beaucoup abordés sur le podcast. On a déjà parlé d'un ou 2 investisseurs en hôtellerie, mais voilà, qu'on comprenne un peu ton parcours et d'où ça vient, cette envie de monter un projet comme celui-ci. Alors, j'ai depuis l'âge de 15 ans, pour financer mes études, j'ai toujours travaillé les étés et les week-ends dans l'hôtellerie. Donc, je suis normand d'origine. J'ai toujours travaillé, notamment sur la côte du Pays d'Auge, la côte fleurie, Deauville. Donc, j'ai travaillé pour des hôtels de Deauville. Donc, j'ai travaillé pour le groupe Barrière, et j'ai travaillé pour des hôtels indépendants qui étaient, comme on appelle ça dans l'hôtellerie, des gros porteurs. Donc, avec plus de 500 chambres. J'ai eu la chance de faire un peu tous les métiers de l'hôtellerie. Lorsqu'on commence, on commence toujours en bas. Donc, j'ai fait tous les services possibles dans l'hôtellerie, et c'est vraiment quelque chose qui m'a animé. Lorsque j'ai eu 18 ans, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette passion, dans cette lancée, ou je joue la sécurité? J'ai joué la sécurité pendant un temps. Donc, j'ai fait une fac de droit. Donc, j'ai été diplômé d'une licence de droit. Après, je suis parti à l'étranger pendant 1 an. Et lorsque je suis revenu, je devais continuer mon Master 2 en droit des affaires. Et finalement, je me suis dit, ma passion, c'est quand même l'hôtellerie, c'est ce qui m'anime. J'adore le contact, l'hospitalité de manière générale. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de passer à côté de ma vie, entre guillemets,
Même si, le droit mène à tout finalement, même quand on veut créer une entreprise, c'est toujours important d'avoir des bases solides en droit. Et, et du coup, j'ai été dans une école de commerce. Donc au début, comme j'ai eu ma décision assez tard, j'ai été dans une école de commerce qui n'était pas extraordinaire. Mais bon, ça m'a permis d'avoir un MBA en Hospitality et Management, mais qui n'était pas axé sur, pas assez en tout cas, axé sur l'étranger. Et donc, je ne pouvais pas intégrer des groupes que j'affectionnais particulièrement. Donc, j'ai décidé de refaire un MBA l'année suivante. Et donc à Paris, à l'école ESG Paris, qui était plus axée sur l'international et l'hôtellerie vraiment de manière globale. Et donc, c'est ce qui m'a permis d'intégrer un groupe hôtelier américain, pour ne pas le citer, Hyatt, qui est quand même un leader dans le monde, dans l'hôtellerie de luxe et l'hôtellerie business de manière globale. J'ai eu la chance d'intégrer le service événementiel, donc le plus gros porteur de Paris, donc plus de 1000 chambres, connecté directement au Palais des Congrès de Paris. Donc c'était vraiment une machine de guerre, cet hôtel. Donc c'est là où on fait ses armes. J'ai eu la chance d'y rester 6 ans, où j'ai fait un petit peu tous les postes. Et chaque année, j'ai fait une progression pour finir responsable des événements pour le groupe Hyatt dans cet hôtel précisément, qui est aussi le flagship en fait Hyatt de cette marque en Europe. Donc c'était vraiment quelque chose d'hyper intéressant. J'avais la chance d'avoir une équipe qui m'a accompagné, qui m'a aidé sur des grosses OP. Et c'est ce qui... Ouais, ton rôle concrètement, c'est d'organiser des événements dans l'hôtel, ou c'était de capter des publics qui venaient d'événements aux alentours? Non, on organisait des événements. Comme on était le plus gros porteur de Paris, Ouais. il y a peu d'hôtels qui sont en capacité aujourd'hui d'accueillir autant de monde. Donc aujourd'hui, vous avez très peu de chambres, très peu d'hôtels, pardon. Donc il doit y avoir 3 hôtels dans la place parisienne qui permettent d'accueillir autant de monde. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on était linkés, on était dans le même bâtiment que le Palais des Congrès de Paris. Donc, c'est-à-dire que quasiment tous les événements du Palais des Congrès de Paris, tous les participants dormaient inévitablement, soit chez nos concurrents, qui étaient le Méridien en face, ou chez Hyatt. Très clair. Donc on captait, c'était plutôt une clientèle entrante. Hein, évidemment, on faisait un peu de démarchage, mais on était tellement leader que la clientèle venait quasiment directement chez nous. Comme une évidence finalement. Et donc, on organisait à la fois des événements très simples, donc pour des comex avec une dizaine de personnes, avec des chefs de prestige, etc., ou des grandes assemblées pour des grandes banques françaises, par exemple, ou des gros groupes pharmaceutiques internationaux. Ça pouvait aller jusqu'à 1000, 2000, 3000 personnes, voire plus, sur certains congrès. Donc, c'était assez intense. C'est un métier très dur, mais avec lequel on apprend énormément. Trop bien. Ça, c'est après cette expérience-là que tu t'es intéressé au fait d'avoir ta propre affaire? Alors, j'ai toujours aimé travailler, et j'aimerais toujours, je pense, la vie est faite de surprises, travailler pour les grands groupes hôteliers, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Mais l'opportunité a fait qu'on est tombé, on est normand d'origine, et je suis tombé... je suis fan d'aller sur Le Bon Coin. J'adore Le Bon Coin. Moi aussi, quand je regarde les temps passés sur mon téléphone, il arrive que certaines semaines, j'ai plus de temps sur Le Bon Coin que sur Instagram et autres. Eh ben, écoute, moi, je suis un peu cette cible. J'adore Le Bon Coin. Et donc, du coup, un jour, je suis tombé sur une propriété, donc ici, qui s'appelait le Château de Villeneuve, et qui était un peu une propriété, on l'appelait la Belle Endormie, puisqu'elle était complètement, j'allais dire, désuète. Tout était à l'abandon. Il y avait un potentiel, mais voilà. Donc, c'était un dimanche soir à Paris. Je me suis dit, écoute, la maison est pas mal. On avait ce projet-là avec ma femme d'ouvrir un jour, peut-être un lieu, mais il n'y avait rien de pressé, rien de défini. Il n'y avait pas de temporalité. On s'est dit, bon, why not, un jour, on va le faire. Et finalement, c'est cette occasion qui a fait que on s'est dit, on irait bien visiter. Pour la petite anecdote, il y avait une agence, elle était via une agence, cette demeure. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, quand on est jeune, actuellement j'ai 32 ans, donc quand on a acheté, j'en avais 27, autant dire que c'est jeune, et on n'a pas envie de donner de l'argent à une agence immobilière. Voilà, surtout 7-8% à une agence immobilière, même s'ils font un travail remarquable, j'ai pas envie de donner ça à mon âge.
Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à trouver le numéro des propriétaires, parce que la Normandie est tellement vaste que je n'aurais pas trouvé. En fait, il n'y avait pas d'indication sur la localité précise. Donc, je me suis dit, comment je vais pouvoir faire? Et en fait, j'ai retrouvé que le château de Villeneuve avait, 5 ans auparavant, fait des chambres d'hôtes. Et donc, j'ai envoyé via le site Abritel aux anciens propriétaires un message, mais un petit peu comme une bouteille à la mer. Je voulais avoir une réponse, peut-être, j'avais peut-être 1% de chance d'avoir une réponse. Et finalement, j'envoie le soir. Le lendemain matin, j'avais une réponse des propriétaires qui me disaient, bah, écoutez, on est OK pour vous rencontrer. On a bien compris que vous ne souhaitez pas d'agence. C'est possible, on peut organiser une visite samedi prochain. Donc, on est allé en Normandie, donc le samedi suivant. C'était en janvier. Le pire temps possible. C'était un mélange de pluie et neige mêlée. Il faisait super froid. On a visité, on a eu le coup de cœur. Et du coup, l'aventure a commencé. On a fait une offre qui a été acceptée. Et l'aventure a commencé comme ça. On est parti. 3 mois après, on était propriétaire. Bon, il s'est avéré que 3 mois après, c'était en plein Covid. Donc, c'était assez complexe. Mais en même temps, comme on avait plus d'1 an de travaux, c'était comme une, j'allais dire, nous, on a vécu la période Covid comme une époque, entre guillemets, bénie, puisque, en fait, on travaillait pour nous. Moi, j'avais la chance et la malchance d'un côté, c'est que l'hôtellerie était touchée de plein fouet pendant cette épidémie, où il y a eu des drames humains. Humains, je parle pour la partie professionnelle, c'est-à-dire des licenciements colossaux, notamment en hôtellerie. Et j'avais la chance d'être dispensé d'activité. Donc, j'ai pu conserver mon travail chez Hayat et en même temps construire mon projet ici. Donc, ça a été une époque plutôt assez sereine, finalement, dans la construction du domaine. Ok. Et Juliette? Alors, Juliette, elle, était en poste à Paris. Elle était responsable com pour... alors, je ne sais pas si je peux le citer ou pas. Elle travaillait pour le Comité national de la conchiliculture. Donc, conchiliculture, c'est un terme un peu barbare. Je crois qu'on le trouve sur son LinkedIn, donc a priori. Bon, voilà. Et elle travaille, donc elle était responsable com France, mais toujours aussi avec cette passion pour l'accueil. Pour ceux qui la connaissent, elle a une facilité à s'exprimer, elle est très chaleureuse, donc c'était comme une évidence pour elle. Et donc, Et la conchiliculture, c'est l'élevage des coquillages, c'est ça? Alors, c'est tous les coquillages, Ok. sauf que je ne me trompe pas, puisque ça va à la pêche, c'est les coquilles Saint-Jacques qui appartiennent justement au domaine de la pêche. Et partons sur un quart d'heure sur les coquillages. Mais donc, c'est ça. Et en fait, c'est représenter les éleveurs. Les éleveurs, donc ça peut être les ostréiculteurs, mais aussi les revendeurs. Donc, ça peut être les poissonniers de toute la France, mais aussi les grands distributeurs comme Super U qui parfois ont, dans tous les Super U ou d'autres marques, qui ont des poissonneries dans tous les établissements. Donc on voit une brique événementielle hôtellerie pour toi, une brique marketing qui a dû être hyper importante et intéressante pour ce domaine. Complètement. Vous aviez déjà fait de l'investissement immobilier? Oui, on avait déjà fait de l'investissement immobilier dans des appartements. Donc j'avais déjà créé l'immobilier, j'allais dire l'investissement classique locatif, où tu achètes et tu le mets en location. L'avantage, c'est que ça te permet, quand tu es jeune, ça te rembourse ton crédit et ça te permet de commencer à te constituer un patrimoine. Dans quel coin vous aviez fait? Toujours en Normandie, c'est un coin qu'on connaît, donc c'est un coin qu'on maîtrisait. Et pour les travaux aussi, c'était important parce qu'il y avait des travaux à chaque fois dans les appartements. On achetait 3 appartements dans lesquels on avait des travaux, donc c'est important que je puisse maîtriser en fait les travaux. J'aurais pu, alors qu'on vivait à Paris, acheter à Paris. Alors déjà, un coût de l'immobilier qui est beaucoup plus important, et surtout les coûts de rénovation au mètre carré à Paris sont nettement supérieurs à ce qu'on peut avoir en Normandie. Donc là, vous achetez, vous faites prêter à la fois pour l'acquisition et pour les travaux. Pour la partie domaine ici? Oui, pour le domaine. Villeneuve, oui. Ouais. On a fait tout nous-mêmes. Tous les travaux vous-même. Ok. Alors, les travaux, on s'est fait aider par certaines entreprises, mais tout ce qui est VRD extérieur, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui travaillait dans les travaux publics, donc avec certaines collections et surtout un certain savoir-faire. VRD, pour ceux qui connaissent pas. VRD, c'est, pour faire simple, c'est tous les extérieurs d'une maison ou d'une propriété ou d'un domaine.
Donc, tout ce que ça comporte, hein, c'est les aménagements, que ce soit électrique, l'assainissement, la réfection des sols, le terrassement de manière générale. Donc, c'est vraiment une enveloppe globale. C'est quoi les premiers jours je sais pas si on arrive à faire un jour 1 de cette aventure. Vous commencez par quoi? Comment vous avez planifié? Alors, on a Comment... commencé, c'est une bonne question, on a commencé par la partie château. Parce que avant de créer les lodges, on s'est dit on va commencer déjà par le début, c'est-à-dire qu'il y a une bâtisse, on va redonner un peu les lettres de noblesse à cette bâtisse. Donc il faut savoir qu'à l'extérieur, il n'y avait rien, tout était... donc c'était une famille anglaise qui était propriétaire du domaine, une famille d'ailleurs extrêmement sympathique. Une famille anglaise, vraiment comme on l'imagine un petit peu dans les films. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me... Quand je les ai vus, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. C'est une famille qui aime les animaux, sans chichi, qui aime la campagne, qui aime la terre. C'est un peuple qui... Enfin, c'est les Anglais, pour moi, c'est comme un peu les Écossais. J'ai l'image de l'Écosse, en fait. Mais les Anglais, c'est les Écossais. Mais bref, un peu comme en Écosse. Et en plus, eux étaient Écossais de base. Où vraiment, ils nous accueillent en botte, avec leur veste barbour. Voilà, les vrais Anglais, les vrais Écossais. Et avec, donc l'anecdote, on visite la maison d'ailleurs quand on est arrivé avec une petite chèvre qui nous suivait à l'intérieur de la maison. Voilà, c'est pour te dire que quand on est arrivé, c'était un peu vraiment la friche, la ferme. Et du coup, le jour 1, quand on est arrivé dans cette aventure, j'allais dire, c'était quand on a eu les clés, c'était juste incroyable. Parce qu'en même temps, je trouve un peu de folie dans ce genre de projet. Il ne faut pas être trop rationnel non plus, parce que quand on est trop rationnel, il faut un peu de rationalité, mais pas trop non plus, parce que sinon on n'y va pas. On se dit c'est une montagne de travaux, on n'ira pas. Et donc le jour 1, on est arrivé, c'était juste une émotion incroyable d'avoir acheté un château en Normandie. C'était juste dingue à notre âge d'avoir à 27 ans et être propriétaire de ce genre de choses. Donc ça s'est fait après beaucoup, on l'a beaucoup entendu pendant la période Covid, puisque les gens souhaitaient changer de vie. Ouais. Bon, nous, on l'a fait avant. Et du coup, on était un petit peu... on n'avait pas trop de retours. Du coup, on ne pouvait pas entendre des gens qui avaient déjà fait cette expérience, parce que ce n'était pas trop médiatisé avant. Et du coup, c'était quelque chose d'assez surprenant, d'assez incroyable, quoi. Quand tu arrives, tu es propriétaire d'un château, alors que nous, on vivait à Paris dans un appartement, je sais pas, de 50 mètres carrés. Enfin, tu vois, c'était 2 salles, 2 ambiances. Et donc, c'était assez fou. Ok, C'était fou ce jour 1. trop bien. Vous avez, quand tu dis on a fait tout nous-mêmes, donc là vous avez retroussé vos manches, vous avez trouvé quelques artisans pour l'aide sur certains points. Et c'était quoi les premiers corps de métier, les premières choses à faire? Les premières choses à faire, c'était l'extérieur. D'accord. L'intérieur, j'allais dire, tout avait été préservé. Donc j'entends les sols. Pour ceux qui nous écoutent et qui adorent les bâtiments anciens, les sols étaient en parfait état. Et ils sont très beaux d'ailleurs. Ouais, J'adore. oui, on va poster des photos pour partager ça. Mais c'est vrai, c'est des tomates d'époque, des grands carreaux comme à l'époque. Donc on a essayé de garder même avec les défauts et les aspérités de l'époque et du temps. Donc on a essayé de garder cela. Après, on a fait beaucoup d'isolation, on a changé les fenêtres, on a fait beaucoup de peinture, mais on a gardé vraiment l'âme du château. Il y avait, j'allais dire, peu de choses à faire à part changer énormément la déco, un peu d'aménagement, les salles de bain à changer, etc. Mais c'est surtout l'extérieur. On a fait vraiment l'extérieur. Les premières choses, c'est la création de parking, la création d'une belle allée, la création de différents portails pour différents accès. On a créé une piscine, on a créé aussi les terrasses. C'était vraiment la priorité numéro 1, ça a pris plus d'1 an. C'était vraiment tout l'extérieur, c'était vraiment important. Remettre aux normes aussi toute la partie fosse septique. Voilà, c'était hyper important pour répondre aux normes qui sont demandées actuellement. Donc c'était un énorme chantier, hein. C'était quelque chose que tu ne prends pas en photo tellement c'est un peu... T'as quand même pris des photos d'avant. On va faire un avant-après. Trop bien. Mais un peu comme lorsque vous achetez une maison, en fait, déjà, ça vous donne une idée pour ceux qui ont déjà construit une maison. Pendant 1 an, c'est l'horreur. À l'extérieur, imaginez pour un domaine. C'est vraiment horrible. Mais on sait où on veut aller et on sait à quoi ça va ressembler. Et donc, c'est bien d'avoir pu se projeter. Et donc, c'était ça un peu les premières étapes, en fait, Trop bien. de la construction. À ce moment-là, c'est un projet pour venir y vivre ou il y a déjà une idée d'un modèle financier qui va permettre
soit de payer les charges, soit même de le rentabiliser. Comment ça s'est construit? Parce que je sais que ça a changé. C'est pour ça que, exactement, parce que c'est pour ça tout à l'heure je te parlais de rationalité. Dans un projet comme ça, il ne faut pas être trop rationnel. Bon, au tout début, on s'est dit on va créer un lieu pour les mariages et on est parti dans cette optique. Et on avait acheté cette maison, on s'est dit bon le château va être pour notre résidence principale. Et on va créer donc sur une autre partie du domaine une grande verrière, donc on a travaillé avec un architecte pour faire cette verrière. Les orangeries. Exactement, c'était à la base vraiment en plus une orangerie, une magnifique orangerie, mais on a fait des études acoustiques et par rapport, maintenant c'est différent, mais il y a quelques années, l'acoustique était un problème dans les orangeries et du coup le son portait trop loin et du coup on avait un impact sur 2 kilomètres. Et du coup, on aurait eu des recours administratifs, comme c'est le cas pour des domaines en général de réception, où il y a des recours qui sont faits parce que les voisins se plaignent du bruit, etc. Donc on a réfléchi et on s'est dit, bon, on ne va pas partir là-dessus. Alors que bon, les permis étaient déposés, tout était déjà accepté. Et en fait, on a fait un rétropédalage énorme de peur d'avoir de gros soucis. Et du coup, c'est posé un peu la question, bon, on s'est retrouvé avec du coup un château. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce château? Un peu flippant, là. Un peu flippant. Et là, on s'est dit, bon, mais je ne suis pas quelqu'un, je suis plutôt quelqu'un d'enthousiaste, mais qui est à la fois rationnel et irrationnel, mais qui réfléchit un minimum et qui garde du sang-froid. Et sur ce genre de propriété, il faut garder un peu de sang-froid quand même, parce que sinon, on peut être vite affolé par l'ampleur des travaux, et aussi, si on n'a pas de but après, comme ça a été le cas pendant un petit moment, pendant quelques mois, on peut vite paniquer. Et en fait, on avait toujours cette idée de créer sinon des logements insolites. Et donc, on s'est posé, on a brainstormé, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut proposer à une clientèle qui est finalement, on est un peu notre cible. Se dire, parce qu'on aimait bien les logements insolites, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut proposer en ayant de l'insolite, mais également du confort. Parce que la plupart de l'offre qui est proposée en France actuellement, c'est de l'insolite, mais vous avez les toilettes sèches. Par exemple, vous prenez une cabane vers les arbres, c'est très sympa, nous on adore, on est les clients, mais vous avez la toilette sèche, vous avez la douche dehors. Donc c'est très sympa, mais vous n'avez pas le confort. Donc, vous restez une nuit, mais vous ne restez pas 2-3 nuits. Ça, c'était des restes de l'hôtellerie, je pense, qui parlaient. Exactement. Et du coup, on a pensé au A-frame parce que déjà, on adore la forme, on adore l'idée, on adore le côté cocon qui peut se dégager en fait de cette forme. Et on est parti là-dessus. Donc, on a commencé les plans avec un ami qui est architecte, qui nous a aidés justement dans la conception. Et je voulais quelque chose qui ressemble aussi aux chambres d'hôtel. Donc là, c'est là où l'hôtellerie m'a servi, c'est que je voulais que quand on rentre dans le lodge, on retrouve tout le confort de l'hôtel, avec les standards hôteliers. Donc, c'est ce qui, je pense, lorsque tu as visité, tu as dû voir, tu rentres comme le dispatch à l'intérieur, l'aménagement intérieur, est un peu comme dans un hôtel. Complètement. On rentre, il y a la salle de bain directement sur la gauche. Après, il y a la cuisine qui est tout en longueur, du coup. Exactement. Et les placards sur la droite. Les placards sur la droite. Il y a tous les détails qu'on a en hôtel. Voilà, la machine à café, la petite bouteille de bienvenue, les petits biscuits. Il y a une chambre plus un espace. En fait, il y a 2 chambres. Vous avez une chambre au rez-de-chaussée qui offre l'avantage d'être totalement fermée, et une chambre en mezzanine qui a une vue incroyable, spectaculaire, parce que 8,50 m de vue, de vitres devant vous, ça vous donne quand même une perspective assez sympa. Et donc une chambre à l'étage qui est une chambre mezzanine. Mais c'est assez chouette. Bon, je dis pas ça, je suis peut-être pas objectif. Mais bon, vu les retours qu'on a, je pense que ça plaît. Ouais, complètement. Donc voilà, oui, l'hôtellerie a influencé évidemment la conception de ces A-frames. Ok, trop bien. Donc à ce moment-là, vous êtes au moment où vous dites on habite dans le château et on a les logements qu'on loue sur le côté et qui permettent de rentabiliser le domaine. Exactement. Et finalement, on a eu sans prétention un engouement assez important pour à la fois la partie château et les lodges, qu'on est en pleine transition, et du coup le château parce qu'on a eu tellement de demandes par des entreprises et notamment aussi pour des événements privés, que le château va devenir, déjà un lieu à part entière qu'on peut privatiser donc pour des événements donc privés ou
pour des entreprises, pour des belles marques, notamment Fago qui nous a fait confiance, avec lesquelles on a un partenariat de longue durée. Donc, vous connaissez peut-être la marque Fago, marque responsable pour le coup. C'est comme ça qu'on a été amené à se rencontrer avec Richard. Fago a contacté Xavier sur le podcast The Big Shift pour venir découvrir ce concept de collaboration. Donc là, c'est la Forest House dans laquelle on est. On est venu avec l'équipe Echoes pour enregistrer. On va passer la nuit avec Xav ici, comme ça on va se faire un petit séminaire de demain matin avec et ce soir, brainstorming sur la stratégie podcast, etc. Et on va peut-être se faire un petit bain nordique aussi. Ouais, 40 degrés, c'est appréciable en octobre. Et du coup, ça, c'est un peu une extension sur la partie marketing. Vous avez, tu parles d'engouement, mais vous avez su le créer aussi. Il y a une page Instagram qui est très jolie et très suivie. Vous avez mis pas mal de choses en place. Ou comment ça s'est fait justement cette partie marketing? Oui, c'est vrai qu'on a eu, je vous disais, ma femme a cette appétence pour la communication parce que c'est son métier, mais c'est aussi une passion. Et donc du coup, elle a contacté des personnes qui étaient dans les médias, qui étaient influents, qui avaient des chaînes, qui avaient des comptes Instagram assez suivis, qui avaient des contenus assez pertinents, et ces personnes ont répondu présentes. Et donc du coup, ça nous a permis petit à petit d'être connus. Ils ont parlé à leur communauté, ils ont pu partager leur expérience, notamment dans les lodges, et c'est ce qui a permis de nous faire connaître. On a notamment, je pense, à des influenceurs qui nous ont mis le pied à l'étrier, qui sont venus dans le cadre d'un événement privé à eux, qui s'appelle Nos Curieux Voyageurs, qui sont bretons. C'est un couple hyper sympathique, qui a une communauté hyper engagée. Et donc, du coup, ils nous ont fait confiance et ils nous ont offert une visibilité assez importante au tout début. Ça a été vraiment il y a eu un avant et un après Nos Curieux Voyageurs. C'est quoi l'impact? Ça remplit ça book pour 6 mois ou comment? Alors au début, oui, ça nous a... Alors pas pour 6 mois, mais disons que ils ont une communauté d'à peu près... Pardon. D'à peu près 100 000 personnes, mais avec un taux d'engagement extrêmement important, puisque eux, c'est des influenceurs voyage. Et du coup, les personnes qui les suivent ont envie de voyager avec eux et ont envie de partager les mêmes choses que eux ont faites par le passé ou qui ont fait découvrir. Et donc ici, en fait, ça a fait quoi? Les 2-3 mois qu'on suivi, on a eu, je vais dire, une réservation sur 2 était grâce à eux, Okay. ce qui n'est pas négligeable. Après, on avait déjà commencé notre communication bien avant la commercialisation effective de la partie lodge. Donc, quand j'entends, c'est 6 mois avant. C'est-à-dire qu'on avait partagé un petit peu les travaux. On avait déjà créé une sorte d'attachement au projet. Et donc, du coup, ça avait participé au fait que des gens qui nous suivaient au préalable sur la partie travaux aient eu envie de tester, en fait, une fois que c'était créé. Donc, ça paraissait logique. Et après, oui, c'est les magazines, les médias, que ce soit à la fois des médias parisiens, mais aussi des médias locaux, qui nous ont fait confiance. Donc, c'est ce qui a permis aussi de nous faire... Alors après, on est qu'au début de l'aventure, hein, on n'est pas encore au sommet, mais on ne cherche pas à atteindre des sommets non plus. On cherche juste à satisfaire une clientèle qui a envie de déconnexion à 2h30 de Paris, qui souhaite passer un moment dans un confort, j'allais dire absolu, parce que vous avez quand même le bain nordique, vous avez une grande terrasse, vous avez un grand séjour, un grand canapé. Vous pouvez être à l'extérieur, vous êtes en Suisse normande, donc c'est un territoire extrêmement préservé, avec des décors, des paysages à couper le souffle. Donc c'est une partie d'ailleurs qui est un peu moins connue de la Normandie, mais qui est vraiment, pour moi, alors que je suis du Pays d'Auge, qui est un peu chauvin, je trouve que la Suisse normande est plus jolie, plus préservée. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Ok, super intéressant. Sur des conseils, parce que tout le monde n'est pas amené à monter des domaines aussi grands, etc. Mais voilà, pensez si vous faites un peu de Airbnb, il y a beaucoup d'investisseurs qui écoutent le podcast. En fait, vous pouvez aller plus loin sur le marketing que ce que vous faites aujourd'hui. Alors, on parle souvent de comment optimiser le bien, etc. Là, Juliette et Richard, vous êtes allés vraiment à un autre niveau. Si vous faites un très beau Airbnb avec un thème assez spécifique, et je dis n'importe quoi, ça peut être une salle ciné, par exemple. Il y a du Airbnb qui commence à fonctionner sur ce point-là.
mais pourquoi vous n'allez pas contacter Gaumont, Pathé Vous pouvez aller très loin en fait dans les collaborations que vous pouvez faire. Ouais. Vous pouvez aller très loin dans les personnes que vous pouvez inviter au début pour créer un engouement. Et il y a vraiment cette force que vous avez eue qui est de demander. On parlait pendant le déjeuner à Juliette et elle disait qu'elle avait contacté, on parlait des podcasteurs, de tous les podcasteurs. Elle disait ah oui, je l'ai contacté. Ouais, On voit que vous n'avez pas du tout hésité sur ces choses-là et c'est une vraie qualité de savoir demander. Ouais, il faut savoir demander, il faut savoir être humble, Ouais. se dire que on a besoin d'être plusieurs pour créer. Si on est tout seul dans notre coin, ça marche pas en fait. Je pense qu'il faut justement s'ouvrir, aller voir des personnes connues ou peu connues, même des influenceurs à quand même 20K ou des journalistes peu connus, mais nous apportent aussi une vision, des échanges qui sont précieux et qui nous apportent des conseils importants. Et du contenu, parfois de créer, de qualité. Exactement, puisque c'est important aussi, le référencement, on en parle peu, mais le référencement, donc que ce soit naturel ou payant, bon, nous on est vachement dans le référencement naturel, c'est important justement d'avoir justement un tissage sur toute la partie web, où des blogs parlent de nous, où justement on peut arriver sur le site de la Maison Villeneuve, pas uniquement parce qu'on a vu un Instagrammeur ou un podcasteur, c'est aussi ça la force. Mais oui, Juliette et moi, on a eu la chance d'être des gens qui ne sont pas timides de base. Donc ça, je pense aussi que ça fait beaucoup. Ouais. Et qu'on a une facilité à pouvoir échanger avec des personnes. Et donc, du coup, ça n'a pas été un problème quand on parlait de notre produit, puisqu'on croyait à 2000% en notre produit et qu'il était essentiel de le proposer à des gens qu'on aimait, évidemment. C'est des gens qu'on admire, ceux avec lesquels on discute, c'est des gens pour lesquels on a vraiment une connexion, où on admire leur travail. C'est pas forcément des gens avec lesquels on est d'accord, mais c'est des gens avec lesquels on a envie de travailler. Donc, c'est le début de l'aventure. On espère que ça continuera. Trop bien. Je pense qu'il y a une bonne partie à faire sur les problèmes que vous avez rencontrés, les plus gros défis. Et il ne faut pas hésiter à donner des anecdotes. Voilà. C'est quoi les grosses galères que vous avez pu rencontrer sur ce... Les grosses galères, il faut savoir que nous, j'allais dire d'une part... je sais que tu aimes bien parler de finances. Donc, on va parler de finances. Les grosses galères, ça a été la partie financière. Puisque quand vous achetez un domaine de ce type... Déjà, il faut flairer la bonne affaire, c'est-à-dire avoir déjà une appétence pour les travaux. Si on n'a pas d'appétence pour les travaux, c'est quand même complexe de se dire on peut avoir le meilleur projet du monde. Si on n'a pas un peu d'appétence, on se fait un peu berner aussi par les entrepreneurs ou les maîtres d'œuvre qui viennent vous conseiller, puisque, en tout cas, c'est mon expérience et mon expertise. Peut-être que d'autres qui nous écoutent penseront différemment. Mais en tout cas, on peut vite, en tant que... nous, on était catalogués comme parisiens et l'idée reçue, c'est on est parisiens, on va les allumer. C'est ça la vérité. Et la chance que j'avais, comme je disais au début de l'interview, c'est que j'avais un père qui était dans les travaux publics, donc j'avais déjà cette appétence pour la construction, pour le terrassement, pour le BTP de manière générale. Et donc, du coup, j'ai pu négocier en direct avec chaque entreprise que j'ai prise. J'avais pas de maître d'œuvre. Donc, j'ai pris... c'est moi qui étais le maître d'œuvre sur tout le chantier. Et donc, du coup, on a eu quand même des galères, parce que j'étais à chaque fois le trait d'union, finalement. Ouais. Là où, finalement, d'habitude, quand on est porteur de projet, on a un maître d'œuvre, et du coup, c'est sur lui que pose la responsabilité de faire avancer le chantier. Là, la responsabilité de faire avancer le chantier m'incombait. Et donc, du coup, on a eu à la fois une pression financière, parce qu'il fallait que ça soit rentable vite. Il fallait que ça ouvre vite, c'est-à-dire en 1 an et demi, il fallait que ça ouvre. Et donc, quand on était là, on travaillait 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, c'est pas juste un mot, c'est on travaillait 7 jours sur 7. Donc, c'était très dur psychologiquement. Faut être préparé pour ça, parce que c'est des galères. Pour la construction des lodges, c'était les plus grosses galères. Donc, on a eu des galères administratives, évidemment, puisque la France a beaucoup de réglementations, notamment sur, par exemple, les inclinaisons de toit. On voit bien que c'est un toit extrêmement pentu. Et nous, on ne voulait pas un toit écrasé, puisque ça changeait complètement la physionomie de la chose. Un toit écrasé, ça aurait rien donné, ça aurait été affreux. Du coup, on n'a pas voulu ça.
Donc on s'est battu, on était ministère de l'Environnement, on a été se battre pour ça. D'accord. Les communautés de communes aux alentours ne nous suivaient pas, en fait, trouvaient le projet super, mais étaient bloqués par la réglementation, par les plans locaux d'urbanisme intercommunal, et donc du coup étaient bloqués, pieds et mains liés. On a eu la chance d'avoir un maire qui nous a suivis sur le projet. Il nous a quand même épaulés, mais C'est notamment grâce à lui que vous avez réussi à avoir des autorisations. Complètement. Et alors, il y a l'autorisation sur la forme du logement. Ouais. Est-ce que c'était déjà une zone constructible ou il a fallu, pareil, avoir des autorisations? Il a fallu faire changer Le PLU. Ok. Donc le plan local d'urbanisme pour rendre cette zone constructible. On avait aussi la difficulté puisque notre bien était classé. Donc l'avantage, c'est qu'on ne dépendait pas en fait de l'ABF, donc l'architecte des bâtiments de France, puisque le château était classé monument remarquable et pas historique. Donc il y a certains avantages, parfois étant monument historique, on en a parlé, mais parfois certains désavantages aussi, notamment lorsqu'on veut faire des extensions aux alentours. Puisque du coup, il faudrait respecter un certain design, une certaine architecture. Nous, on n'était pas soumis à ça. C'est pour ça qu'on a pu faire des frames, des lodges à côté. Mais ça a été une très grande source de difficultés administratives, financières, puisqu'on est seul, on n'a pas d'investisseurs, donc on était seul. Donc, aller voir les banques pour leur dire, écoutez, on va faire un concept un petit peu original. Donc, ça va être un domaine d'exception avec un château. Mais il y aura aussi des logements insolites. Vous allez les voir. Ah, t'as dû les perdre. Et là, on nous a perdu. On s'est dit, bon, c'est pour ça qu'on a fait ça en 2 étapes. Ok. On a d'abord acheté le château. Et notamment, ça freine un peu l'entrepreneuriat d'ailleurs, parce que vous allez voir les banques, ils vous disent, quand vous n'avez pas de projet, ils vous disent, on vous suivra surtout, il n'y a pas de problème, si le pitch est bon, on vous suivra. Mais la réalité, c'est que non, ils ne vous suivent pas surtout lorsque vous demandez de l'argent avec un projet bien ficelé, avec un business plan, un benchmark qui va bien, etc. Ils ne vous suivent pas pour autant. Donc nous, on l'a fait en 2 fois. On a d'abord acheté le château. Et ensuite, une fois que le château était rénové, on s'est dit, bon, maintenant, il faut revoir une deuxième fois. Voilà ce qu'on veut créer, les lodges. Du coup, on l'a fait en 2 étapes. Ça a été beaucoup plus complexe quand même pour avoir les financements. Mais ça a été plus simple que si on avait demandé tout d'un coup. Ça aurait été trop complexe, trop compliqué. Donc, le financement des lodges s'est fait sur un deuxième temps. Dans un second temps. Ok. Parce que, en plus, s'il fallait parce que c'est quand même leur travail principal de calculer le risque. Oui. Quand tu leur dis oui, vous inquiétez pas, on va changer le PLU, la vérité c'est que c'est pas une évidence, quoi. C'est juste avec la banque, faut pas aborder ça. Ah non, faut même pas en parler. L'avantage c'est qu'ils y connaissent rien. Voilà, que tu omets, puisque déjà ça va rien leur apporter, Ouais. juste des doutes. Donc les doutes sur la faisabilité du projet. Dans un projet, il faut savoir dire en fonction de l'interlocuteur ce qui va bien et ce qui va pas. Il faut parfois omettre des choses qui peuvent leur faire peur, et ça fait partie des choses. Lorsqu'on va voir une banque, on ne va pas leur faire partager nos doutes. Non, au contraire, on est à 2000 et on croit au projet. Bon, c'était le cas, ça tombait bien, mais Ouais. c'est ça. Et puis vous avez prouvé finalement que Complètement. ça... Sans prétention, ça passe ça, mais Ouais. par rapport aux banques, j'entends. Oui, exactement. Par rapport aux banques, on leur a prouvé que finalement, c'était sympa de nous faire confiance. Mais quand parfois, maintenant, ils viennent nous voir en disant « Ah, mais vous pourriez être un petit peu notre flagship, etc. » Non. Non, non, ça a été trop difficile. Vous ne nous avez pas suivi à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Non. Ouais, je comprends. Mais il faut savoir dire non aussi aux banques. Voilà, parce qu'il faut jouer le jeu. Sinon, c'est ce qu'on leur a dit. Vous n'avez pas joué le jeu à la hauteur de ce qu'on demandait. Et du coup, donc c'est un peu dur ce que je dis, hein, mais en même temps, il ne faut pas demander après d'avoir un retour alors qu'on a dû quémander pour avoir ce qu'on a. Bon, aujourd'hui, tant mieux, on est très content de ce qu'on a fait. Mais ça a été des périodes compliquées. Ouais. Vous rouvrirez un peu la porte quand il y aura un deuxième projet et à une forme de collaboration. Et, Ouais, éventuellement. C'est ça. Là, on a un 3e lodge qui voit le jour à partir de 2024, donc qui va être dans du même acabit, mais qui va être à la fois donc, la même forme, mais en même temps complètement différent, D'accord. à la fois l'extérieur et l'intérieur, puisqu'il va être entièrement en bois, donc avec un côté très chalet. Ça va être très chouette. Très bien. chouette. On a hâte qu'il soit fini. Très bien. On a parlé du premier jour quand vous avez reçu les clés. Et c'était quoi le premier jour quand vous avez ouvert les lodges? Je crois que Juliette m'a dit que c'était une bonne histoire. Alors, elle m'a dit demande-lui ça. le premier jour, on a ouvert les loges. Je te parlais des influenceurs tout à l'heure. Peut-être la veille. La veille. Oui, d'accord, je vois où tu veux en venir. La veille, c'était on a fini à 2h du matin.
On était encore, donc on avait des entreprises qui nous avaient aidés, etc. Mais on avait des parties qu'on devait faire nous-mêmes justement pour réduire les coûts à cause de la banque qui ne nous avait pas suivis surtout. Bref, donc on était dans la peinture, on était encore on a fini à 2h du matin avec 2 amis. Non, mon beau-frère et ma belle-sœur, pardon. Et donc on se couche à 2h30. Bon, évidemment, autant dire que la semaine avant l'ouverture, tu es lessivé. Hein. Enfin, une ouverture, c'est comme un hôtel. J'ai déjà fait un hôtel, notamment pour Hayat, on a fait une ouverture, c'est épuisant. Bon, bah là, nous, on n'a pas d'équipe. Enfin, on avait une équipe réduite, donc c'est d'autant plus épuisant. Donc à 2h30, on se couche. Et je me dis, tiens, c'est étonnant, vers 2h30, 3h, je me dis, ça, c'est étonnant, j'entends vachement le ballon d'eau chaude. Et on testait pour la première fois nos lodges, du coup. On voulait être les premiers à tester. Je me dis, c'est étonnant, j'entends quand même un bruit, comme une fuite. Bon. Et je commence à mettre mes boules caisses, que je dors avec des boules caisses. Pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper intéressant. Et du coup, je me couche. Et par acquis de conscience, je me dis, je les renlève 10 minutes après. Heureusement, je ne tombe pas de fatigue. Et je descends, je vais voir quand même le ballon d'eau chaude. Je vois que le ballon d'eau chaude n'a rien. Bon, très bien. Mais il y avait toujours le bruit. Mais un bruit vraiment comme une fuite, mais puissante. Je me dis, c'est étonnant quand même. Peut-être le mitigeur qui fait un peu de bruit. Je rentre dans la salle de bain. Et en fait, l'eau, c'est pas une plaisanterie, coulait sous les plaintes. Il y avait de l'eau qui coulait de partout. Et il y avait de l'eau partout dans le lodge. En fait, ce qui s'est passé, donc là, panique absolue. Donc je coupe la vanne générale d'alimentation d'eau, château, lodge, tout ça. Et là, je me dis, c'est bien, les clients arrivent à 14h le lendemain. Et c'était des influenceurs de nos curieux voyageurs. Donc, je me dis, là, comme ça, c'est plié. Voilà, on va pouvoir fermer boutique. Ça commence déjà bien, notre aventure. Et donc, du coup, en fait, donc, j'ai fermé la vanne. Évidemment, j'appelle mon plombier à 2h30 du matin. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce qu'on en a fait des belles. Mais alors, celle-ci, c'était l'apothéose. Évidemment, il ne répond pas. J'étais réveillé, évidemment, à 6h30 du matin. Je l'appelle, évidemment, il ne répond pas, il dormait encore. Et c'était un samedi pour bien faire. Et donc, il me rappelle à 8h, il me dit, oui, écoutez, on va passer dans la matinée. Ah non, vous n'avez pas compris. Vous allez passer maintenant parce que, en fait, l'eau coule des murs. Donc, je pense que c'est une fuite. Et donc, ça commençait à m'éclater les portes en chaîne puisque le bois avait gonflé pendant la nuit. Enfin, c'était l'apocalypse, quoi. Et du coup, c'était vraiment la fin du monde. Allez, pour nous, c'était la fin du monde. Et en fait, ils sont venus et il s'avère que l'un des plombiers de l'équipe n'avait pas serti en fait les tuyaux qui amenaient à la douche. Et c'est dommage. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du placo, avec la pression, quand tout a été mis sous pression, ça a éclaté. Et du coup, il y avait, vous imaginez, un jet d'eau dans les murs d'une maison. Donc, tout était partout. Donc, on a dû faire 3 heures avant l'arrivée justement de nos curieux voyageurs. Ils nous en ont pas voulu. D'ailleurs, ils n'ont même pas vu parce qu'on a tout bien fait justement comme dans un hôtel. J'imagine. Ça ne se voit pas. Et ils avaient défoncé le mur. Ils ont resserti. On a replaqué du placo. Avant 14h. Peinture, sèche-cheveux, peinture. Et c'est parti à 14h. On les accueillait. Mais du coup, ça, c'était une sacrée anecdote parce qu'on s'en souviendra, je pense, toute notre vie, ça a été l'horreur. Quand tu sais que tu as fini quelque chose, tu te dis, on va peut-être pouvoir un peu souffler. Mais en fait, non, tu souffles pas. L'entrepreneuriat, tu souffles pas. Mais non, ça l'a fait. Ça, c'était une anecdote qui était drôle. Pour le coup, après. Oui, c'est ça. Après coup. Hyper bonne anecdote. C'est quoi un peu la suite pour... tu me parlais d'un 3e lodge. Ouais. C'est quoi tes ambitions pour... T'as pas l'air de vouloir te reposer non plus. Non. Je sens qu'il y a des aspirations à faire. Alors, les aspirations, comme je te disais au début, moi, j'adore être à mon compte, être entrepreneur. En fait, j'aime créer. L'exploitation, j'aime aussi, mais moins. Je dirais que j'aime plus créer, imaginer un concept, le mener à bien, le construire, gérer les ouvertures. Ça, c'est ce que j'aime. Après, je ne me ferme pas la porte plus tard de retourner dans un groupe. Je parle d'Hayat, ou ça peut être d'autres groupes. Gérer un hôtel, un gros porteur, ou même j'aime en fait tout ce qui est aussi plein air. Donc un center park, des choses comme ça m'attire. Même si je sais qu'après on a moins de liberté, évidemment, puisque on dépend d'un groupe et du coup avec sa stratégie propre, etc. Ou sinon faire partie d'une stratégie globale d'un groupe, ça serait hyper intéressant. Et pour la partie qui nous concerne, donc ici au domaine, oui, création d'un 3e lodge, on ne veut pas en construire plus, parce qu'on veut rester dans le côté un peu exclusif. Quand vous venez à la Maison Villeneuve, c'est aussi ce qui ressort à chaque fois.
de nos clients ou même des journalistes qui viennent ou des personnes qui parlent de nous. Ils aiment bien le fait qu'il y ait peu de choses. Ça donne vraiment un côté singulier à la chose et ça fait pas vraiment grosse boîte où vous allez dans un énorme lieu, vous êtes perdu au milieu de nulle part et vous êtes perdu, surtout vous êtes un numéro. Là, nous, on a à cœur d'accueillir chaque client personnellement, quasiment automatiquement, ou en tout cas, on va dans tous les cas se présenter pour leur demander voilà, comment ils nous ont connus, d'où ils viennent. Parce que c'est aussi ça l'aventure, et c'est aussi notre marque de fabrique, c'est le côté cool, tout en ayant un certain standing, mais le côté proximité est extrêmement important. Et c'est ce qu'on perd aussi dans l'hôtellerie aujourd'hui, c'est que il y a même plus de réception. Voilà, on fait des fast check-in, des fast check-out, voilà, où on ne voit personne, alors que nous, on veut justement ne pas être présent, que les gens ne nous voient pas. On veut être extrêmement discret avec notre équipe, mais on veut au moins que ce soit personnalisé, qu'il y ait un accueil personnalisé, qu'on puisse communiquer, parce que les gens, ce qu'ils veulent aussi, c'est communiquer. Alors, on voit bien en fonction des personnes parfois qui n'ont pas envie de parler, qui ont envie d'un séjour détente. On n'insiste pas, bonjour, bonsoir. On n'insiste pas, les activités aux alentours. Et puis, voilà, ça s'arrête là. Puis, il y a d'autres personnes qui sont inspirées, qui sont inspirantes d'ailleurs. On compte énormément de personnes alors qu'on est en pleine campagne. Ça, c'est hyper chouette. C'est une grande force. Mais voilà, ce que je peux dire pour les aspirations, voilà, c'est rester quelque chose de confidentiel. Bon, même si c'est quand même assez grand maintenant. Bon, c'est pas un domaine de 50 hectares, on n'est pas là-dedans. Mais ça nous suffit pour l'instant. Et on espère peut-être, oui, ouvrir vers un autre domaine, peut-être dans les années à venir. Ouais. Super. Mais c'est vrai que cette intimité et ce service haut de gamme, je pense que c'est des choses qui sont de plus en plus recherchées, qu'on ne retrouve pas forcément. Même, je pense que dans les grands palaces, ils ont bien fait le travail et on l'a, mais on est quand même dans des grandes villes, dans des palaces où, voilà, de l'autre côté de la chambre, il y a une autre chambre. Et ça, moi, j'écoutais dans un autre complètement autre domaine, Oussama Ammar, qui parlait du domaine d'Ablon, où ils ont réussi à créer, d'après ce qu'il disait, j'y suis jamais allé, ils ont réussi à créer ça. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un épisode que j'ai enregistré avec Thibaut Elzière de Iconic House, où on est complètement là-dedans aussi. Il y a ce paradoxe. Je suis fan de Iconic House, ce qu'ils font. Je trouve qu'ils sont... bon, là, on parle d'un autre level, puisque c'est autre chose, sans commune mesure. Mais ce qu'ils font est juste remarquable. En fait, on fait le même principe. Dans le principe, par exemple, sur la partie château, Ouais. on fait de la para-hôtellerie, c'est-à-dire c'est une maison avec service. C'est-à-dire vous avez le confort de l'hôtel tout en ayant la confidentialité d'une maison. Et c'est ce que les gens viennent chercher chez Iconic House ou chez nous. C'est pas pour comparer, c'est par rapport au service. Nous, il est possible d'avoir un chef à domicile qui vous fait un repas gastronomique avec ses serveurs, aussi bien un brunch du dimanche matin, si vous avez juste envie d'un brunch, ou faire venir des masseuses, faire venir des gens qui vont vous faire un jeu en pleine nature. Voilà, c'est des choses qui plaisent. Iconic House, dans les maisons qu'ils proposent, déjà, ils ont un marketing de dingue, ils ont une communication de folie, et ils ont un design hyper singulier. Il y a beaucoup de belles maisons. Il y a beaucoup de belles maisons en France. Je pense notamment aux maisons Alway qui sont sur le collectionniste. C'est très beau, ils ont une offre magnifique. Que j'ai eu sur le podcast aussi, si oui, vous intéresse. d'accord. Max, le fondateur. Ouais. Et je trouve que c'est super. Ce qu'ils font, c'est génial. Mais Iconic House, ils ont une patte dans le design qui fait que chaque maison, on reconnaît que ça fait partie. Donc, ils ont une petite collection encore, mais petite collection, mais de grandes demeures. Donc, c'est ce qui fait... moi, ma préférée, c'est celle d'Osgore, parce que je les suis pas mal. Ouais. Il y en a 4 aujourd'hui, je crois. Voilà. Et ils visent 25. Courchevel, je crois, Osgore. Récemment à Gordes. Gordes. Dans le Luberon. Exactement. Et le chalet Courchevel, on a dit. Oui. Il y en a une autre, je crois, c'est dans le 4. Ouais. Mais non, c'est exceptionnel. J'aime beaucoup leur... Et les Beaux de Provence, la dernière. Les Beaux de Provence. Ouais. C'est plus au courant que moi. Mais en tout cas, ouais, je suis assez fan. J'adore. Bah écoute, moi je suis ravi d'avoir fait cet épisode. Bravo pour ce domaine. Je suis très content et merci pour l'accueil aussi. La déco est top aussi. Et en plus, on m'a dit que vous n'aviez pas eu d'architecte d'intérieur. Voilà, c'est
c'est vraiment joli. Je mettrai encore une fois les photos. Alors, c'est pas mal de travailler, enfin de faire venir des magazines comme Vogue, AD, etc. Ils sont bien appréciés. C'est génial, c'est génial. Et si tu avais un conseil, parce que je sens que tu es très tourné sur l'entrepreneuriat, c'est un projet qui te passionne, Ouais. voilà, quel conseil tu donnerais à des personnes qui ont... Parce que je sais, pour avoir du coup, être en cours d'acquisition d'un château, pour faire un projet comme celui-ci, il y a un énorme engouement qui a été créé. Nous, on a fait une petite levée de fonds justement pour financer. Et ce qui est revenu le plus souvent, c'est en fait, moi, c'était mon rêve où j'ai voulu le faire, j'ai essayé de chauffer des copains, mais on n'est pas allé au bout. Donc, du coup, je suis ravi de participer à ce projet. Les amis levé. C'est ça. Donc, on a réalisé que c'était le rêve de beaucoup de personnes de monter un lieu comme ça. Et voilà, quels seraient tes conseils pour des personnes qui voudraient se lancer sur ce type de projet? Moi, je leur dirais de faire attention. Attention, parce que c'est quand même un secteur ultra concurrentiel. Il y a beaucoup de gens, justement, pendant la période Covid, qui ont décidé d'ouvrir des maisons d'hôtes, d'ouvrir des hôtels, de changer de vie, etc. Et qui ont peut-être sous-estimé le travail que ça impliquait d'avoir ce type de choses. Moi, je dis toujours, l'entrepreneuriat, il faut y aller à 2000, il faut croire au projet en 2000, mais il faut être conscient aussi des réalités du terrain, notamment de la concurrence. Mais je dirais à ceux qui nous écoutent que ceux qui veulent vraiment, c'est leur passion, ils ont un lieu qui peut correspondre totalement à un projet de vie, de famille ou un projet entrepreneurial de manière globale. Je leur dis, allez-y, foncez, même si on vous dit non, allez-y quand même. C'est pas une banque, je le dis pour les banques, c'est pas les banques qui vont déterminer votre avenir, parce que l'hôtellerie, de manière générale, est un milieu dit sensible. Et donc, il n'y a pas un engouement de folie des banques pour prêter à des entrepreneurs qui seraient extrêmement motivés. Donc, je leur dis, c'est pas grave, allez-y quand même, tapez à toutes les banques de France, il y a forcément quelqu'un qui va vous aider. Après, si on ne vous suit pas, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est peut-être que le projet n'est pas forcément bon. Parfois, il y a des bons retours aussi des banques qui permettent d'affiner le projet. Dans ce cas-là, vous revoyez la copie et vous baissez un peu la tête et vous retapez aux mêmes portes, et peut-être que ça finira par s'ouvrir. Super, belle conclusion. Merci encore, Richard. Merci à toi. Salut. Salut.